Bambi, pourquoi j'ai pas un rôle plus important sur la chaîne? Ah, commence pas à faire chier Patricia, c'est pas le moment, hein. J'essaye de finir dans les temps la vidéo de fin de saison, du mieux que je peux. Tout ça pour avoir des réflexions de ceux qui n'ont pas compris que c'était du second degré, et les connards aigris qui vont laisser des pouces rouges. Merci bien, hein. Alors si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, bah j'ai des raisons d'être limite nervous breakdown, hein. Tu nous fais ta petite crise? Ta petite parano? Bon, tu veux quoi? Bah tu veux pas nous faire une petite vidéo là sur le pouce? Mais t'es con. Regarde, ça prendra pas beaucoup de temps, hein. J'ai déjà parlé de la Veuve Noire. Mais non, moi je te parle du second Marvel fanfare de cet album. Oh mon Dieu, que le grand Kwisatz Haderach ait pitié de nous. Salut mes petits farfadets. J'étais en train de me frotter discrètement à l'abri du regard de ma femme sur l'album numéro 1 d'un Reddy consacré à la Veuve Noire dans Marvel Fanfare, quand mes yeux d'une beauté à faire pâlir l'azur méditerranéen se sont arrêtés sur le Marvel Fanfare numéro 2 appelé Vision contre les 4 Fantastiques, publié en France en avril 1985, récit bien évidemment tiré du Marvel Fanfare numéro 14 de mai 1984. Un récit de 22 pages, écrit par Roger Mackenzie, dessiné par Rick Leonardi et ancré par Joe Rubinstein. Tel votre serviteur, symbole de l'odieux triomphe de la technologie et du design, le personnage de Vision est un être intéressant qui a largement prouvé au cours de sa carrière qu'il n'était pas nécessaire d'être un humain pour être un héros. Créé par Ultron, le mystérieux androïde s'est rebellé contre son père et sa programmation maléfique pour devenir un héros surpuissant du monde Marvel, pour ne pas dire incroyable du cul. Unbelievable! Comme la Torche Humaine et Angel avant lui, la version moderne de la Vision est basée sur un héros de Timely dans les années 40. Roy Thomas a repris le nom d'un personnage créé à l'origine par Joe Simon et Jack Kirby pour Marvel Mystery Comics numéro 13 en novembre 1940. La version de Timely était un officier de police extraterrestre appelé Arcus, pouvant se déplacer grâce au brouillard et la fumée. Mais la nouvelle Vision illustrée par John Buscema est un synthézoïde, c'est-à-dire un androïde aux organes humains synthétiques qui peut contrôler sa densité et projeter des décharges d'énergie solaire grâce à la gemme qu'il a sur le front. Autant dire qu'il n'a pas des pouvoirs sortis du cul, mais bel et bien du front. Il apparaît en octobre 1968 dans l'Avengers 57. L'androïde à la peau rouge a commencé comme vilain puisqu'il a été programmé par Ultron pour détruire les Vengeurs, même s'il ne lui a fallu qu'un numéro pour se retourner contre son créateur. La Vision se retourne contre son créateur donc, comme Ultron lui-même s'est retourné contre Hank Pym. Et dès novembre 1968, la Vision intègre les Vengeurs dans l'Avengers 58. Personnellement, j'ai dû attendre le Strange Special Origin 214 bis d'octobre 1987 pour voir ces histoires, et vous noterez que j'insiste sur l'adjectif démonstratif, c'est. Dans les années 80, les adolescents que nous étions en France avaient peu d'informations sur ce personnage. Strange n'en parlait pas beaucoup, et il n'y avait qu'Reddy qui pouvait un peu nous aider à connaître la Vision, en particulier dans les épisodes des Vengeurs. Nous ne pouvions donc avoir qu'une connaissance de ce personnage construite au cours du temps par des strates évolutives, comme le décor qui est derrière moi, et qui a été confectionné par des artistes aujourd'hui en prison. Quelques moments phares de sa carrière ont pu être lus en France, comme l'aventure de septembre 1969, où Ultron détruit pratiquement Vision dans l'Avenger 68. En juin 1975, Vision et la sorcière rouge se marient dans le Giant Size Avenger numéro 4. Oui, un androïde avec une bonasse, il y a de quoi réveiller votre scepticisme. Bien évidemment, les lecteurs lugiens ont également pu lire l'aventure datant de novembre 1982, tirée de Vision and Scarlet Witch, dans le RCM numéro 4 de novembre 1984, dont j'ai déjà fait une vidéo, frérot. L'un des moments importants aussi de son existence est relaté dans le Strange 215 de novembre 1987, quand la Vision est démantelée par Vigilance, récit tiré de l'Avenger 251 de janvier 1985. Et par la suite, nous avons pu voir comment Hank Pym le reconstruit dans l'Avenger 254 d'avril 1985, car cet épisode avait été traduit dans le Strange 218 de février 1988. Une Vision qui d'ailleurs, au passage, avait perdu sa personnalité, passant d'une mémoire de 32 bits à 8 bits, et ça en fait des bits quand même, hein. Bref, on avait peu d'informations sur son personnage quand on était un lecteur français des années 80, se contentant des éditions Lug. Alors je me suis dit que le Marvel Fanfare numéro 2 serait peut-être l'occasion d'en apprendre plus sur ce personnage. Ah! Et je ne vous cache pas ma déception, car au niveau déception, ce fut du même tonneau que Terminator 3. C'est pour vous dire. Allez, on se retrouve après ça.
commence avec Vision qui vient en aide à la sorcière rouge, attaquée par les 4 fantastiques. Oui, par les 4 fantastiques, rien que ça. Rapidement, l'androïde est vaincu avec un canon de je sais pas quoi, manipulé par la chose. Oui, je sais, cette phrase sonne mal, mais faites pas chier. Bon, on apprend vite fait que ce ne sont pas les fantastiques qui sont responsables de cette fourberie, mais du penseur et de Klaw. À son réveil, Wanda a disparu, et Vision se rend au Baxter Building pour se venger. Il va vaincre les fantastiques les uns après les autres, dans une grosse baston. Klaw et le penseur, qui ont orchestré tout cela, ordonnent à Vision d'enfermer les fantastiques dans une fusée, et lorsqu'elle quitte l'atmosphère terrestre, le penseur la fait exploser. Quelle histoire! Et je ne voudrais pas dévoiler la fin aux lecteurs qui ne l'ont pas lu. Bon, je ne vous cache pas qu'avec son émulation au poil de cul, ce récit ne m'a pas plu. Sans être épouvantable, il n'est pas bon du tout à mes yeux à cause de son intrigue confuse et de ses nombreuses incohérences. On se demande si Roger Mackenzie n'a pas acheté son scénario chez Jiffy avec le label EN, ennuyeux et nul. Au passage, ce logo nous a été contesté par des enseignants à la retraite, je préfère le dire. L'histoire est également, selon moi, et ce n'est que mon avis, très mal mis en image par Rick Leonardi, sans parler de l'ancrage de Rubinstein qui est assez lourd. En résumé, si cet ouvrage ne finit pas comme une bonne cale pour table à bon prix, c'est simplement qu'il est dans l'album relié d'Aredi où il y a le Marvel fanfare consacré à la Veuve Noire. Sinon, il y aurait déjà longtemps qu'il serait sous la susdite table. Je me contenterai d'un simple burk pour résumer ce que j'ai lu, mais croyez-moi qu'en réalité, j'ai déjà vomi des trucs d'une manière plus mélodieuse. Voilà mes petits farfadets, vous connaissez mon avis sur ce récit, mais peut-être que vous avez une autre vision. Haha, une autre vision, lol. T'as compris? Non. Une autre vision, disais-je, de ce récit, et que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, que vous ayez aimé ou pas, pour savoir si j'étais le seul à sentir un tel ennui. Vous seriez bien gentil. Je vous fais de gros poutous, et je vous dis à très bientôt, mes petits farfadets, pour de nouvelles aventures. Salut les geeks! En fait, je m'appelle pas Patricia. Bah, c'est qui alors, cette Patricia? Bah, c'est ta maman. Quoi? Tu es ma mère? C'est que je te bute, enculé! Mais c'est juste insupportable!